Sous le ciel brûlant du Sahel, 5 millions de crocodiles surgissent comme un chiffre impossible qui fissure le réel et défie l'habitude. En prononçant ce nombre vertigineux, Ibrahim Traoré ne parle ni de monstres ni de fables, mais d'un modèle écologique conçu pour mesurer jusqu'où un pays enclavé peut réécrire sa relation à l'eau. Salut. Si un simple script numérique suffit à transformer des rivières disparues en cartes de renaissance, que dit-il de nos certitudes sur qui a le droit de soigner une terre blessée? À partir de là, chaque pourcentage devient une question adressée au continent entier. Le projet présenté comme une simple simulation devient rapidement une promesse mesurable, construite sur l'idée qu'un modèle écologique peut redonner un cadre à des rivières disparues. La promesse centrale, une méthode capable d'indiquer où l'eau peut revenir avec fiabilité, attire l'attention parce qu'elle replace la décision scientifique entre les mains d'un pays longtemps considéré comme périphérique. Ce que le Burkina Faso met en jeu dépasse la technique. C'est une question de souveraineté écologique, d'indépendance intellectuelle et de capacité à produire un savoir qui ne dépend d'aucune validation extérieure. Le risque est pourtant réel. Si les simulations échouent ou s'avèrent fragiles, la critique internationale pourrait transformer l'initiative en exemple de naïveté technologique. Mais si elles tiennent, elles constituent une preuve précieuse qu'un pays enclavé peut devenir un laboratoire continental sans renoncer à ses propres priorités. Et c'est précisément cette tension entre espoir scientifique et vulnérabilité diplomatique qui charge chaque pourcentage publié d'une portée politique inattendue. À ce stade, une seule question demeure en suspens et crée le micro-hook. Et si la renaissance écologique devenait un acte de souveraineté mesurable? La révélation éclata dans un communiqué bref, 2 phrases à peine, mais suffisamment fortes pour traverser un continent entier. Un modèle reposait sur la simulation de 5 millions de crocodiles, un chiffre qui semblait disproportionné et pourtant chargé d'intentions scientifiques. En quelques heures, ce nombre extravagantly précis devint un marqueur de bascule, révélant bien plus qu'une expérience. Il exposait une manière nouvelle d'interpréter la mémoire de l'eau. Derrière cette annonce, Ibrahim Traoré ne poursuivait ni provocation ni spectacle. Il voulait montrer que la restauration écologique pouvait s'appuyer sur une logique interne et que les rivières disparues gardaient encore des traces exploitables par les algorithmes. Depuis des décennies, les cours d'eau du Sahel avaient reculé, étranglés par la déforestation, les sécheresses successives et l'extraction minière agressive. Les pêcheurs observaient leurs filets vidés, les villages se déplaçaient, les anciens marais devenaient poussière. Chaque disparition effaçait un équilibre sans laisser derrière elle autre chose qu'un vide dans lequel les communautés se débattaient. Lorsque Traoré convoqua ses ingénieurs, hydrologues et biologistes, l'objectif n'était pas de rejouer la nature, mais de la comprendre. Ils créèrent un modèle où chaque donnée devenait un fragment de mémoire. Les flux hydriques, les échanges de nutriments, les relations entre prédateurs et poissons. La présence virtuelle des crocodiles servait alors de levier conceptuel. Elle permettait d'observer comment les anciens milieux s'autorégulaient avant les interventions humaines. L'idée est simple. Si l'on comprenait ce qui maintenait l'équilibre, peut-être pouvait-on en déduire ce qui le détruisait. Cette mini-révélation renversa le cadre du débat. Le Burkina Faso ne prétendait pas reconstruire la nature par miracle. Il cherchait à reconstituer les conditions qui, autrefois, permettaient au cycle de l'eau de se réparer. Pour certains observateurs, ce n'était qu'un spectacle numérique. Pour beaucoup d'Africains, c'était une déclaration d'indépendance intellectuelle. Et pour les villages du Nord, où chaque goutte a un poids politique, c'était un signal. La renaissance hydrique n'était plus un mythe, mais une hypothèse mesurable. Dans un laboratoire discret de Ouagadougou, à Issata,
Jeune biologiste au regard calme, lançait la simulation des 5 millions de crocodiles sur un serveur bricolé avec des pièces recyclées. Elle n'y voyait pas un simple exercice théorique, mais une manière nouvelle de raconter la mémoire de l'eau, loin des récits figés sur l'aide internationale. À l'écran, les flux hydriques se réorganisaient, les deltas reprenaient forme, les sols s'assouplissaient virtuellement. Pour la première fois, son pays cessait d'apparaître comme un patient dépendant. Il devenait un architecte de sa propre restauration. Dans cet environnement studieux, Ibrahim Traoré suivait l'évolution des données. Il comprenait que chaque variable représentait un seuil psychologique pour un Sahel habitué aux pénuries et aux déplacements silencieux. Les premiers résultats, notamment l'augmentation simulée de l'humidité du sol, ne constituaient pas encore des preuves physiques, mais ils offraient une fenêtre, celle d'un équilibre ancien capable de revenir. Les médias locaux en parlaient avec prudence, tandis que l'international oscillait entre ironie et fascination. Pourtant, dans les villages du Nord, l'impact émotionnel était immédiat. Un pêcheur de Waïgouya, interrogé sans mise en scène, murmura que si les rivières renaissaient sur un écran, peut-être renaîtraient-elles aussi entre les mains des habitants. Sa phrase, reprise par les radios nationales, devint un refrain inattendu. Elle montrait que le projet dépassait désormais la technique. Il touchait au sentiment de continuité, à la croyance intime qu'un territoire pouvait se réparer. Ce glissement était essentiel, car il révélait une dimension clé. La science, dans ce contexte, agissait comme un miroir social plutôt que comme une abstraction. En somme, l'impact précoce n'était pas hydrologique mais psychologique. Tout commença par un fichier anonyme, un simple script nommé Sahel Recovery as V1.0 envoyé sans explication sur le serveur du ministère. Il ne pesait presque rien, mais il déclencha une chaîne d'événements inattendus. Les techniciens lancèrent le programme par curiosité. Les premières lignes de code animèrent un Sahel virtuel où se déplaçaient 5 millions de crocodiles simulés. Les algorithmes suivirent les anciens leads des rivières. Ils calculèrent les échanges de nutriments, la densité des poissons, les flux hydriques éteints depuis des années. Chaque simulation offrait un paysage perdu, reconstruit à partir de données fragmentaires. Les chercheurs observaient l'écran avec un mélange de surprise et de prudence. Le modèle montrait clairement une dynamique oubliée. Ibrahim Traoré suivait les tests depuis une salle sobre du palais présidentiel. Il fixait les graphiques qui s'alignaient, révélant une progression théorique de la végétation. Aucune mise en scène, aucun décor, juste une conviction. Comprendre avant d'intervenir. Les résultats initiaux prédisaient un retour potentiel de 18% de la végétation sur certaines zones. Le chiffre n'était pas une promesse, mais il brisait l'inertie. Traoré convoqua la presse. Le lendemain, un titre frappa l'opinion. Le Burkina Faso veut ressusciter ses rivières avec des crocodiles. L'image circula plus vite que l'explication scientifique. La confusion s'installa. Certains médias occidentaux parlèrent de fantasmes écologiques. Des commentateurs réduisaient le projet à une excentricité politique. Les réseaux amplifiaient les interprétations contradictoires. Le débat dérivait déjà. Le ministère intervint. Il expliqua qu'aucun crocodile réel ne serait lâché. Le modèle restait une simulation éducative. Il servait à comprendre les boucles naturelles sans risque physique. L'objectif était d'éclairer, non de provoquer. Pourtant, les discussions continuaient, les jeunes Africains y voyaient un défi adressé au statu quo. Les critiques dénonçaient une opération d'image. Les étudiants, organisaient des débats spontanés. Les universités du sud du Sahel devenaient des salles d'analyse. La controverse accéléra la visibilité du projet. Des scientifiques publièrent des fragments du code sur des forums open source. Des chercheurs du Ghana et du Nigeria
proposèrent des corrections. Une dynamique régionale prit forme. Le hashtag #MashAfrica Africa Reclaims Water apparut pour la première fois. Les sceptiques persistèrent. Ils accusaient Traoré d'utiliser l'écologie comme symbole politique. Ils jugeaient la simulation insuffisante pour guider l'action réelle. Ils réclamaient des preuves matérielles. Ils redoutaient une illusion collective. Dans les villages, pourtant, le ton différait. On parlait de pluie, on parlait de fleuve, on parlait d'avenir. La politique restait lointaine. Un vieil homme résuma la situation d'une phrase. Ce ne sont pas les crocodiles qui nous effraient, c'est l'idée que plus rien ne bouge. Les radios la relayèrent, les écoles la commentèrent, les familles la répétèrent, elle devint un repère. L'équipe présidentielle choisit alors d'ouvrir les données. Des cartes interactives furent même publiées. Les écoles les utilisèrent pour enseigner les cycles de l'eau. Les enfants expliquaient les simulations en direct. Le public découvrait d'un langage nouveau. Le projet glissa vers un autre statut. Ce n'était plus une expérience isolée, c'était un mouvement collectif. Les simulations inspiraient les restaurations manuelles. Le virtuel rejoignait le réel. Le modèle atteignit une phase critique lorsque l'équipe scientifique décida de comparer, avec une rigueur nouvelle, les bases hydrologiques existantes aux résultats issus des simulations. Le baseline révélait des sols instables, des rivières fragmentées et une hydrologie discontinue. La delta issue des tests numériques indiquait au contraire des tendances cohérentes, parfois même encourageantes, malgré leur caractère virtuel. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré exigea la publication des premiers résultats officiels, estimant que la transparence rendrait le modèle plus robuste et plus crédible. Le premier chiffre porta sur la stabilité des sols, qui augmentait théoriquement de 27% dans les zones testées. Cette valeur montrait que la cohérence écologique peut réapparaître lorsqu'un équilibre trophique est réintroduit. Les chercheurs expliquèrent que cette progression virtuelle ne constituait pas encore une preuve physique, mais qu'elle mettait en lumière un mécanisme oublié: la capacité des prédateurs supérieurs à freiner l'érosion, même dans un environnement modélisé. Les équipes de terrain comparèrent en ces résultats avec des relevés indépendants. Les tendances générales restaient compatibles, ce qui renforça l'hypothèse d'un équilibre retrouvable. Le deuxième chiffre concerna la rétention d'eau, qui gagnait 19% dans le modèle. Cette amélioration indiquait que les flux hydriques peuvent redevenir cohérents lorsque les cycles sont stabilisés. Les cartes diffusées dans les laboratoires montraient des zones humides théoriques qui correspondaient aux anciens couloirs hydrologiques du Sahel. Les ingénieurs comprirent alors que la simulation n'était pas une fantaisie. Elle révélait un passé mesurable. Cette correspondance entre traces anciennes et dynamiques virtuelles créait un pont décisif. Le troisième chiffre portait sur la réduction des algues toxiques, évaluée à 14% selon les projections. Cette diminution suggérait que la qualité des eaux peut s'améliorer lorsque les interactions biologiques sont restaurées. Les hydrologues examinèrent les matrices écologiques du modèle et confirmèrent que la baisse provenait de la réorganisation des flux nutritifs, un élément difficile à observer directement dans la réalité. Les simulations devinrent alors un outil d'apprentissage plutôt qu'une fin en soi. Elles expliquaient ce que le terrain ne pouvait pas encore prouver. La validation régionale constitua l'étape suivante. Des laboratoires du Ghana et du Niger injectèrent leurs propres données dans l'architecture open source. Les tendances restaient incompatibles avec celles du Burkina Faso. Cette stabilité interrégionale surprit plusieurs observateurs. Elle montrait que les dynamiques hydrologiques du Sahel partageaient des structures comparables. Les critiques, cependant, ne se turent pas. Des experts européens affirmèrent que les simulations ne sauraient remplacer les observations empiriques. Ils exigeaient
des preuves physiques immédiates. Les analystes occidentaux craignaient que l'enthousiasme populaire masque les limites techniques. Le débat oscillait entre prudence scientifique et scepticisme politique. Un rapport interne, pourtant, mentionna que les cartes de densité hydrique comparées sur 6 mois affichaient une corrélation de plus 22% entre les zones modélisées et celles où les populations commençaient à restaurer des canaux manuellement. Cette corrélation révélait que l'apprentissage collectif peut transformer une simulation en guide d'action réel. Les ministères observèrent cette correspondance avec attention. Les écoles commencèrent à intégrer les données dans leurs programmes. Les enfants apprirent à lire les pourcentages comme des récits d'avenir. À ce stade, la bataille des chiffres prit une dimension symbolique. Le Burkina Faso démontrait qu'un pays du Sud pouvait produire ses propres standards, sans traducteur ni tutelle. Chaque pourcentage contesté devenait une affirmation d'autonomie. Chaque courbe publiée devenait un geste politique. Le modèle cessait d'être un outil. Il devenait un langage. Les critiques les plus virulentes avancèrent une thèse structurée. Le Burkina Faso, disaient-ils, joue à Dieu, en prétendant reconstruire des écosystèmes complexes à partir d'un modèle numérique. Selon eux, la simulation de 5 millions de crocodiles réduisait la réalité à une caricature algorithmique, incapable de capter les dynamiques hydrologiques imprévisibles d'un Sahel soumis aux sécheresses chroniques. Ils affirmaient que l'enthousiasme populaire transformait un simple outil éducatif en symbole politique gonflé d'attentes irréalistes. Les opposants insistaient également sur le risque de confusion. Trop de citoyens semblaient en croire au lâcher de reptiles réels, preuve que le projet s'éloignait déjà de son objectif initial. Dans cette lecture, l'initiative portée par Ibrahim Traoré masquerait une opération d'image plutôt qu'une stratégie écologique solide. L'argument inverse, pourtant, s'articulait avec la même rigueur. Les écologistes africains rappelaient que les pays occidentaux avaient eux-mêmes utilisé des modèles numériques avant toute réintroduction de prédateurs, notamment lors du retour des loups en Europe. Il soulignait que le Burkina Faso n'improvisait rien. Il innovait en s'appuyant sur des données, des graphes, des matrices écologiques et des comparaisons validées par des laboratoires régionaux. Les chercheurs notaient que les simulations révélaient des mécanismes oubliés, comme la cohérence des flux nutritifs ou la façon dont les prédateurs supérieurs stabilisent les sols. Pour eux, l'essentiel résidait dans le fait qu'un pays du Sud pouvait produire ses propres standards scientifiques sans dépendre d'intermédiaires extérieurs. Face à ces deux visions opposées, une lecture se dégagea. Les données publiées par l'équipe de Traoré n'avaient rien d'un voile politique. Elles décrivaient des dynamiques mesurables, cohérentes avec des études hydrologiques existantes. Les pourcentages, 27%, 9%, 14%, n'étaient pas des slogans, mais des résultats appuyés par des protocoles transparents et comparables à des relevés indépendants. Le scepticisme restait légitime, mais il ne pouvait invalider le fait que la simulation révélait une mémoire écologique réelle, exploitable et partageable. Dans cette perspective, le Stillman conduisait à une conclusion simple. Le débat ne portait pas sur la folie ou la sagesse, mais sur la légitimité d'un pays à penser par lui-même. L'équilibre changea soudain. À l'instant où les données furent ouvertes au public, le projet bascula d'une initiative gouvernementale à un mouvement partagé, porté autant par les écoles que par les villages. Les cartes interactives, pourtant modestes, devinrent des outils pédagogiques. Les enfants apprirent à expliquer les cycles de l'eau à partir du modèle, comme si une langue nouvelle venait d'apparaître. Ce glissement surprit même les conseillers d'Ibrahim Traoré, qui virent la simulation quitter les laboratoires pour s'inscrire directement dans la vie quotidienne. Dans certaines régions, les habitants commencèrent à rouvrir manuellement d'anciens canaux d'irrigation. Ils suivaient les indications du modèle, non comme une vérité absolue,
mais comme une mémoire cartographique du territoire. Le numérique touchait le réel et cette jonction produisait un effet inattendu. Un pays longtemps considéré comme dépendant se découvrait acteur de sa propre transformation hydrologique. Les sceptiques observèrent ce phénomène avec prudence, soulignant que l'enthousiasme ne suffisait pas. Pourtant, la dynamique était lancée. En modifiant la perception collective du possible, le modèle avait franchi un seuil politique. La renaissance écologique devenait un geste d'identité, pas seulement un exercice scientifique. Les conséquences du Sahel Ecological Recovery Model dépassèrent rapidement le cadre scientifique. Elles se répercutèrent sur les institutions, les économies locales, les communautés villageoises et même les relations régionales. Ce changement à plusieurs niveaux révéla que la renaissance hydrique n'était plus une projection théorique, mais un mouvement enraciné dans la vie quotidienne. Les premiers impacts apparurent dans les instances internationales. Lors d'un panel de l'ONU consacré à la souveraineté écologique, plusieurs délégations africaines citèrent explicitement le modèle Traoré comme exemple d'innovation venue du Sud, rompant avec la logique de dépendance traditionnelle. Le Burkina Faso, longtemps absent des discussions climatiques de haut niveau, devint soudain un acteur suivi, car le projet démontrait qu'un pays enclavé pouvait produire des standards scientifiques reconnus. Pour Ibrahim Traoré, cette reconnaissance n'était pas un trophée diplomatique, mais la preuve que la pensée africaine pouvait devenir référentielle. Dans le secteur entrepreneurial, les effets furent tout aussi visibles. De jeunes startups burkinabés développèrent des outils de cartographie hydrologique open source, inspirés directement du modèle. Certaines entreprises ghanéennes proposèrent d'adapter les simulations au bassin côtier, ouvrant ainsi une coopération économique nouvelle entre chercheurs, ingénieurs et développeurs. Pour la première fois, l'écologie africaine générait de la valeur sans attendre des appels d'offres extérieurs, transformant les données en moteur de développement local. Dans les villages, le changement se manifesta de manière plus intime. Les habitants de plusieurs régions rouvrirent des canaux d'irrigation anciens, encouragés par les cartes issues du modèle et par les récits circulant dans les médias locaux. Des groupements de femmes mirent en place des coopératives de restauration des sols, finançant leurs activités par des micro-dons, créant ainsi une économie de proximité autour de la renaissance hydrique. Plus important encore, la perception collective du possible se transforma. La nature redevenait un espace d'action directe et non un horizon perdu. Sur le plan régional, les répercussions dépassèrent toutes les prévisions initiales. Les laboratoires du Ghana et du Niger intégrèrent leurs données au modèle, créant un écosystème scientifique partagé qui renforçait la cohérence hydrologique du Sahel. Cette collaboration inattendue fit émerger une nouvelle forme de diplomatie technique, où l'échange de données remplaçait les discours abstraits sur le climat. Pour plusieurs observateurs, cette dynamique constituait un précédent. Elle montrait que l'Afrique pouvait bâtir un réseau de souveraineté écologique à partir d'un projet initié par Ibrahim Traoré. Ainsi, les effets cumulés du modèle révélaient une vérité simple. Lorsque la science devient langage commun, elle transforme les territoires, les économies, les alliances et même l'imaginaire collectif. Les prochains mois devinrent une zone charnière. Les équipes de recherche, les écoles et les communautés attendaient de savoir si le modèle pouvait dépasser l'effet d'élan initial pour devenir une véritable architecture de souveraineté écologique. Pour éclairer cette transition, Ibrahim Traoré et ses conseillers définissent trois trajectoires possibles, chacune assortie d'hypothèses mesurables et ancrée dans les dynamiques observées. Dans cette version, le Burkina Faso poursuit les simulations en intégrant davantage de données satellitaires et de relevés de terrain. Le système reste local, contrôlé, et continue de servir de plateforme académique pour les écoles et les universités du pays. Les ministères voisins, notamment le Niger et le Mali,
échangent des protocoles, mais sans généraliser encore l'usage du modèle. Cette option offre une stabilité prudente où les progrès hydrologiques demeurent pédagogiques avant de devenir structurels. Le modèle gagne une reconnaissance continentale et s'impose comme référence africaine pour analyser les cycles de l'eau. Des consortiums universitaires rejoignent le projet, tandis que des financements internes africains soutiennent l'expansion de l'architecture open source. Les laboratoires indépendants adoptent les mêmes protocoles, créant une cohérence scientifique transnationale inédite. Dans ce scénario, le Burkina Faso devient un centre intellectuel majeur de la résilience climatique. Certaines institutions internationales s'approprient le concept et le diluent dans des cadres techniques standardisés. Le nom de Traoré disparaît derrière des rapports produits à Genève ou à Paris, réduisant la dimension politique du modèle à une procédure administrative. Le projet perd son rôle de manifeste et redevient un outil de développement générique, détaché de sa charge symbolique initiale. Cette trajectoire constitue moins un échec scientifique qu'une perte d'autonomie narrative. Pour naviguer entre ces trois routes, un principe demeure essentiel. Un modèle n'a de valeur que s'il reste maîtrisé par celles et ceux qui l'ont conçu. La question n'est donc pas de prédire l'avenir, mais de préserver la capacité à orienter les idées. Car, comme le répète Ibrahim Traoré, perdre le contrôle de ses concepts, c'est perdre le contrôle de son avenir. Pour beaucoup d'habitants du Burkina Faso, le projet porté par Ibrahim Traoré dépasse désormais le domaine technique pour toucher des dimensions plus intimes. Il s'inscrit dans la manière dont les communautés se perçoivent, se racontent et s'imaginent dans un avenir marqué par la renaissance hydrique. Ce n'est plus seulement une question de données ou de pourcentage, mais de confiance retrouvée et de liens renouvelés entre les citoyens et leur territoire. Dans les villages du Sahel, les conversations ont changé. On parle de pluie qui pourrait revenir, de sol qui pourrait se répirer et d'anciennes rivières qui, même virtuellement, montrent qu'une continuité est encore possible. Les écoles utilisent le modèle comme support d'apprentissage collectif, créant un langage partagé entre enfants, enseignants et familles. Cette socialisation de l'écologie renforce l'idée que chacun peut jouer un rôle, même modeste. Pour les jeunes diplômés, la valeur du projet réside dans la possibilité de créer, d'innover et de contribuer sans devoir quitter le pays. Le modèle devient un espace d'apprentissage technique où l'on peut comprendre, coder, adapter ou cartographier. Cette appropriation pratique donne l'impression que l'avenir n'est plus verrouillé. Elle offre une manière de s'orienter dans un marché du travail en mutation. Le discours sur la souveraineté écologique touche aussi le cœur. De nombreux citoyens y voient une forme de fierté, celle d'exister par soi-même dans un monde qui, trop souvent, impose ses narrations. Cette émotion collective nourrit un sentiment d'appartenance, discret mais tenace. Elle montre que la renaissance hydrique est aussi une renaissance intérieure. Pour Ibrahim Traoré et son équipe, le modèle ne devait pas rester une inspiration abstraite. Il devait devenir une méthode transmissible, capable de guider l'action collective et de structurer la souveraineté écologique du Burkina Faso. C'est dans cet esprit que 5 étapes simples mais décisives furent définies pour transformer l'élan initial en politique durable. Cartographier pour comprendre. Les provinces réalisent un inventaire hydrologique de base fondé sur les données satellites, les drones et les observations villageoises. Cette phase permet d'identifier où l'eau peut revenir et à quel coût écologique. Le résultat est mesuré par la précision des cartes régionales et par leur adoption dans les écoles. Formées pour durer, les écoles rurales introduisent un module d'écologie de souveraineté, enseigné en langue locale lorsque possible. Les élèves y apprennent les cycles de l'eau et les savoirs ancestraux. L'indicateur principal est le nombre d'établissements intégrés au programme avant 2026.
Simuler pour agir. Les universités reproduisent les modèles virtuels sur 10 bassins pilotes, en associant étudiants, ingénieurs et communautés. Chaque simulation doit montrer une cohérence hydrique mesurable sur 12 mois. Les résultats sont suivis via des matrices comparées entre régions, restaurées pour prouver des brigades mixtes, agriculteurs, femmes, soldats réhabilitent des anciens canaux d'irrigation. L'objectif annoncé est de restaurer 500 km de lignes hydriques dans la phase initiale. La progression est suivie par mesures trimestrielles partagées pour inspirer toutes les données, les méthodes et les cartes sont rendues publiques dans un esprit panafricain. Elles sont traduites en plusieurs langues et diffusées librement afin de créer un réseau continental d'écologie ouverte. Cette transparence scelle le lien entre science, pédagogie et autonomie. À la tombée du jour, le laboratoire discret où travaillait Aïssata retrouva son calme habituel. Les écrans continuaient d'afficher les rivières virtuelles qu'elle avait aidé à reconstruire, mais leur lumière semblait différente, comme si les pixels eux-mêmes avaient appris à respirer. Elle repensa au premier script instable, aux lignes de code qui hésitaient, aux modèles qui vacillaient, avant de trouver leur cohérence. Ce soir-là, ses hésitations prenaient un autre sens. Elles rappelaient le chemin parcouru. Dans les rues de Ouagadougou, les murmures du projet circulaient encore. Les fresques représentant des crocodiles dorés, autrefois simples motifs esthétiques, étaient devenus des symboles de continuité. Pour beaucoup, la renaissance hydrique n'était plus la promesse d'un futur lointain, mais un sentiment présent, discret et tenace. Et derrière cette transformation, la silhouette d'Ibrahim Traoré apparaissait non comme un héros, mais comme un gardien. Aïssata quitta le laboratoire et s'arrêta quelques instants devant la rivière Kiena. Elle observa les herbes qui frémissaient, les reflets hésitants de la lumière, et comprit que la science avait rendu quelque chose que les mots seuls ne pouvaient plus décrire. La terre peut apprendre à guérir. Dans les écoles du Sahel, comme dans les cours poussiéreuses des villages, l'histoire des rivières retrouvées circule désormais comme un murmure partagé. Elle ne se présente ni comme un programme officiel, ni comme un slogan, mais comme une idée simple. Un territoire peut changer lorsqu'on accepte d'écouter ce qu'il tente de dire. Les cartes, les simulations et les discussions publiques ont créé un espace où chacun peut réfléchir à sa manière de lire les signes du paysage, qu'ils soient hydrologiques, sociaux ou Dans cette dynamique, le modèle n'est plus un outil de laboratoire. Il devient une manière de se relier les uns aux autres. Certaines familles discutent des cycles de l'eau autour d'un repas. Des enseignants utilisent les images du projet pour montrer comment la mémoire peut être visible. D'autres préfèrent observer en silence les variations du sol, comme pour vérifier si le futur peut vraiment émerger du passé. À travers ces gestes minuscules, une éthique commune prend forme.